Le peuple palestinien est un peuple qui cherche sa liberté, qui cherche de vivre en dignité, mais qui cherche aussi de vivre en égalité. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Ce matin, eh bien, nous avons plaisir à accueillir une invitée de marque, Madame Hela Abou Hassera, Madame l'ambassadrice de la Palestine. Ravi de vous accueillir ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, ravi d'être avec vous. Très très heureux de vous accueillir. Je vais vous inviter à vous rapprocher bien du micro s'il vous plaît. On est ravis de vous accueillir, même si nous aurions aimé évidemment vous accueillir dans d'autres circonstances. Ce matin, l'heure est grave évidemment en Palestine et particulièrement à Gaza. Nous allons évoquer tout au long des prochaines minutes cette situation d'urgence humanitaire, mais aussi les perspectives diplomatiques qui peuvent avoir lieu dans les prochaines heures. Vous êtes ambassadrice, chef de la mission de Palestine en France. Vous êtes en poste à Paris depuis 2021. Vous avez occupé plusieurs hautes fonctions, notamment au sein du ministère palestinien des Affaires étrangères. Vous représentez la Palestine auprès des autorités françaises très actives, notamment dans la prise de parole pour la situation à Gaza, pour partager la situation actuelle du moment avec des véritables informations, mais aussi pour la reconnaissance évidemment de l'État palestinien par de nombreux pays, porte-parole des positions officielles de la Palestine au sein des conférences internationales. Avant toute chose, comment allez-vous, Madame l'ambassadrice? Vous étiez venue il y a de cela quelques mois ici à la radio. On vous avait senti déjà à l'époque très touché, très affecté par ce qui se passait. Cela fait des dizaines d'années, évidemment, que cette situation perdure. Et avant de vous donner la parole, je voudrais juste rappeler en préambule à celles et ceux qui nous écoutent qu'une bonne partie des médias français à tendance de droite ou d'extrême droite, ainsi que bon nombre d'intervenants sur les plateaux qui soutiennent notamment la cause israélienne, présentent le 7 octobre 2023 comme point de départ de cette guerre. Bien entendu, nous sommes nous aussi attristés et sensibles à ces disparitions, à ces morts survenues ce jour-là. Mais il est important, évidemment, de préciser que cette guerre n'a pas vu le jour le 7 octobre, qu'elle a démarré il y a fort longtemps. Pouvez-vous nous dire, avant toute chose, Madame, comment vous vous sentez aujourd'hui au vu de ce qu'il se passe sur le terrain à Gaza, en Cisjordanie, de manière générale en Palestine? Écoutez, merci beaucoup pour cette invitation et cette opportunité d'en donner la parole. On ne va pas bien quand son peuple est exterminé. On ne va pas bien quand son peuple est affamé. On ne va pas bien quand son peuple est ethniquement nettoyé. On ne va pas bien quand plus de 54 000 personnes sont assassinées devant nos yeux. Plus de 120 000 personnes sont blessées, condamnées à mort, faute d'hôpitaux. Les hôpitaux sont bombardés, faute de soins, faute de nourriture, faute d'eau, d'avoir de l'eau, faute d'avoir un lieu sûr où s'abriter. On ne va pas bien. Et je crois l'humanité entière ne va pas bien tant que ce génocide continue, tant que ce génocide est justifié, tant que ce génocide est protégé et on le voit toujours en cours et presque achevé contre une population civile qui tourne en rond, qui ne trouve aucun lieu où se réfugier, aucune protection internationale et aucune fin à ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité qui sont perpétrés par Israël quotidiennement contre le peuple palestinien. Vous employez des mots très forts, Madame l'ambassadrice, et on va y revenir dans un instant parce que les mots, évidemment, ont un sens. Certains essaient justement peut-être de disqualifier certaines formules et vous y tenez. Elles sont réelles, elles sont aussi évoquées de la sorte par l'ONU notamment. Vous avez utilisé le mot de génocide. C'est pas un mot innocent. Génocide a un sens. Ce mot, vous l'utilisez évidemment avec le cœur. On vous sent particulièrement touché, c'est tout à fait normal. L'humanité l'est tout autant que vous. Aujourd'hui, on voit beaucoup de manifestations, de réactions sur la scène internationale dans des pays où des populations civiles tout simplement se réunissent pour manifester leur refus de voir cette guerre continuer et ces massacres continuer d'être perpétués. L'utilisation du mot génocide et la contestation de ce mot par certains, qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est bien dommage et regrettable qu'il y ait ce débat.
la Cour de justice internationale a tranché le 27 janvier 2023, il y a plus de 15 mois, qu'il y a un risque plausible de génocide. Je rappelle la Convention de 1948, la Convention pour la prévention de crimes de génocide. Il est temps que la Cour de justice internationale a tranché qu'il y a des éléments dans la bande de Gaza constitutifs de ce crime. Le premier élément, c'est l'intention. Et je crois les intentions par l'ensemble des responsables israéliens, commençant par le Premier ministre israélien, son ministre de Défense, les différents hommes politiques israéliens, a été bien annoncé, déclaré, assumé et même après justifié par l'ensemble de la communauté internationale. L'intention est prouvée par la Cour de justice internationale. Des mesures provisoires, ça veut dire des mesures obligatoires, ont été demandées. L'arrêt de ces crimes et ce crime le plus atroce par Israël contre la population civile, l'entrée massive de l'aide internationale, de l'aide humanitaire à une population qui est massacrée. L'ensemble des experts des Nations Unies compétents en la matière, l'ensemble des professeurs de droit humanitaire international, des historiens israéliens spécialistes dans l'Holocauste et le crime de génocide ont confirmé que ce qui se passe dans la bande de Gaza constitue un crime de génocide. C'est quoi le crime de génocide? C'est d'avoir l'intention de créer une condition ou d'imposer une condition qui mettrait en péril ou qui toucherait l'intégrité physique ou mentale, en partie ou en total, d'une population. Si on voit ce qui se passe à Gaza, j'aimerais bien qu'on définisse ce qui se passe à Gaza si ce n'est pas un génocide. Et pourquoi nous insistons à cette reconnaissance de crimes de génocide dans la bande de Gaza? C'est pour pouvoir agir, pour pouvoir utiliser les outils offerts par le droit international. Il est de la responsabilité de l'ensemble des États partis à la Charte des Nations Unies de arrêter ce crime dans les médias. Il est dans la responsabilité également de ces États de imposer des sanctions contre l'État d'Israël. Des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques, des sanctions contre les armes, la fourniture des armes qui sont utilisées à tuer les civils palestiniens. Et il est incompréhensible qu'on a débat. Il faut reconnaître ce qui se passe pour pouvoir agir avant qu'il soit trop tard. Beaucoup attendent que l'ensemble du peuple palestinien soit exterminé, que les 2,3 millions qui sont à Gaza soient morts pour reconnaître qu'il y a un crime de génocide. Il est urgent maintenant d'imposer un cessez-le-feu, d'imposer des sanctions contre l'État d'Israël qui viole chaque article de droit humanitaire international, chaque article est violé quotidiennement. À l'aube cette nuit, une école abri a été mise au feu par le bombardement israélien. 30 enfants et femmes palestiniens ont été brûlés vifs, brûlés dans une école abri par Israël. Une population est affamée, les enfants sont en train de mourir par la malnutrition et par la faim. Les vieillards sont en train de mourir, faute de médicaments, faute de soins. Il est urgent d'imposer un cessez-le-feu. Il est urgent de forcer l'entrée massive de l'aide humanitaire pour sauver une population avant qu'il soit trop tard et pour sauver une population de risque de nettoyage ethnique qui est déclaré, qui est assumé par le Premier ministre israélien. Ce matin, nous recevons Madame Hela Abou Hassera, Madame l'ambassadrice de Palestine qui est avec nous, qui fait l'honneur de sa présence. Nous évoquons évidemment la situation à Gaza, en Cisjordanie, en Palestine de manière générale. Mais je voulais revenir, Madame l'ambassadrice, si vous le permettez, sur cette désinformation voulue, cette désinformation qui est réfléchie par bon nombre de médias ici, notamment en France, en particulier, peut-être drive
drivé par la droite, l'extrême droite et d'autres intérêts, on va dire, sur cette idée que malheureusement le drame et cette guerre israélo-palestinienne aurait débuté le 7 octobre. Il n'en est rien. Nous connaissons ici à Beurre FM l'histoire et la réalité de ce qui se passe évidemment à travers ce conflit, et il ne faudrait pas inverser le sens de l'histoire. Pouvez-vous nous rappeler, s'il vous plaît, en quelle année a débuté cette guerre? Parce que elle n'a pas commencé le 7 octobre. 7 octobre, malheureusement, est un drame pour la partie israélienne, bien entendu. Et sur Beurre FM, on dénonce tous les drames de manière équitable. Et ceci étant, il faut rendre justice à l'histoire et dire réellement ce qu'il en est, et ne pas désinformer les Françaises et les Français qui, malheureusement, parfois, n'ont pas accès à ces informations, n'ont pas fait de cours d'histoire et ne savent pas que les Palestiniens sont victimes d'une longue guerre. Merci beaucoup pour cette question, et permettez-moi de dire que cette année, nous commémorons les 77 ans de la Nakba, la catastrophe palestinienne qui a débuté en 1948, quand le projet sioniste israélien, qui a à son cœur un projet de colonisation, de colonialisme, basé sur le nettoyage ethnique d'un peuple. En 1948, plus de 550 villes et villages palestiniens ont été rasés de l'existence. Plus de 750 000 Palestiniens ont été ethniquement nettoyés, forcés à l'exil, devenir des réfugiés. C'est ça le cœur du projet israélien. Et minutieusement, depuis 1948, l'État d'Israël, à sa création, a mis en place tout un système de nettoyage ethnique, de domination, d'extermination et d'apartheid. Et je rappelle où est-ce qu'on en était le 6 octobre. Le 6 octobre, on disait que la dernière décennie était la décennie la plus meurtrière par la violence, les agressions israéliennes, de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien, par le nombre des Palestiniens assassinés, les Palestiniens enlevés et emprisonnés sans tribunal, sans inculpation. Plus de 5000 jusqu'au 6 octobre, Palestiniens ont été enlevés par Israël, détenus illégalement par Israël. L'extension des colonies, le projet colonial israélien. Aujourd'hui, les colonies israéliennes en Cisjordanie empêchent et rendent impossible la création de l'État de Palestine, l'annexion de Jérusalem-Est occupée. Aujourd'hui, l'ensemble de la Cisjordanie est sous annexion de facto par Israël. Le blocus qui était imposé contre la bande de Gaza, 17 ans de blocus avant le 7 octobre, était imposé sur l'ensemble de la bande de Gaza. En termes de liberté de mouvement, en termes d'entrée de matières essentielles qui permettraient la survie de la population. Le 7 octobre a été utilisé pour justifier le crime en cours, pour justifier les violations encore contre le peuple palestinien, pour le nettoyer ethniquement, pour le forcer à l'expulsion, pour l'expulser par la force, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. La Cour de justice internationale a tranché sur les pratiques israéliennes dans l'ensemble du territoire palestinien occupé, qu'il y a une ségrégation raciale qui remonte à l'apartheid. Et ça a été reconnu par l'ensemble des organisations compétentes des droits de l'homme, Human Rights Watch, Amnesty International, B'Tselem, la plus grande organisation de défense des droits de l'homme en Israël. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre en Palestine. Et tous ceux, surtout les médias français, mais les médias internationaux, le mainstream media dans le monde entier, a utilisé le 7 octobre pour justifier jusqu'à aujourd'hui les crimes qui sont perpétrés contre le peuple palestinien. C'est injuste. C'est injuste et ça contribue encore une fois à la déshumanisation du peuple palestinien, à l'invisibilisation du peuple palestinien et à donner toujours justificatif aux crimes les plus atroces qui sont perpétrés quotidiennement contre le peuple palestinien.
Ce matin, une information nous est parvenue puisque notre ministre des Affaires étrangères en France va rencontrer, donc dans les prochaines heures, je parle là de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires donc étrangères palestinien. Ça se passera en Arménie. Est-ce que cela va dans le bon sens selon vous? Est-ce que vous sentez cette émulation? On a, je le rappelle, lors de notre dernier échange, évoqué la reconnaissance de l'État palestinien par notre pays, la France. En l'occurrence, ce n'est toujours pas le cas. Ça a été évoqué par monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, et pourtant, les choses ne se sont pas encore faites. Est-ce que les Palestiniens aujourd'hui attendent avec impatience que le pays des Lumières, le pays dit des droits de l'homme, se positionne et reconnaisse enfin votre pays? L'État de Palestine a accueilli et a salué la déclaration du président Macron sur l'intention de la France de reconnaître l'État de Palestine d'ici juin, c'est-à-dire à la conférence des Nations Unies pour la concrétisation de la solution à deux États. Une conférence qui a été ordonnée par l'Assemblée générale des Nations Unies suite à l'avis consultatif de la Cour de justice internationale sur l'impératif de mettre fin à l'occupation israélienne illégale, mettre fin à la colonisation israélienne illégale, et cet avis a engagé la responsabilité des États et de coup. C'est le moment pour la France de franchir ce cap, de franchir ce seuil et de reconnaître l'État de Palestine, une reconnaissance qui a beaucoup tardé. Et cette reconnaissance rendrait tout simplement justice au peuple palestinien. Cette reconnaissance va dire au peuple palestinien: on vous voit, vous existez, vous avez le droit à exercer votre droit à l'autodétermination. Il serait aussi un message à Israël qui viole quotidiennement le droit international, que ces violations ne peuvent pas rester sans conséquence. Et cette reconnaissance serait en cohérence avec la France, avec sa politique traditionnelle, basée sur le droit international, sur le respect des droits fondamentaux des peuples. Le premier, c'est le droit à l'autodétermination. Nous attendons que la France le fasse dans les médias avant qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, Israël contrôle 77% de la bande de Gaza. Israël contrôle l'écrasante majorité de la Cisjordanie. Il y a une annexion de facto et de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Soutenir la solution à deux États nécessite la reconnaissance des deux États. On continue évidemment dans cet échange. Plus de 19 mois après cette nouvelle guerre, on va dire cette nouvelle guerre, puisqu'on a rappelé que cela fait 77 ans malheureusement que vous vivez la guerre, c'est des alertes permanentes, et selon l'UNICEF notamment, plus de 71 000 enfants à Gaza qui souffrent de malnutrition aiguë, une situation qui pourrait d'ailleurs empirer sans aide humanitaire immédiate. Quel bilan précis et quel état des lieux vous pouvez nous faire aujourd'hui, ce matin, à l'antenne, sur la situation humanitaire, là, aujourd'hui? Est-ce que ces cris d'alarme, finalement, qui sont lancés par ces organisations humanitaires, sont réellement en dessous de la réalité de ce qui se passe sur le terrain? Vous savez, nous parlons ces jours-ci beaucoup de cette crise humanitaire. Mais moi, j'aimerais bien dire que c'est depuis 19 mois que la situation est comme telle. Quand le ministre de la Défense israélien Gallant a déclaré que les Palestiniens sont des animaux humains et qu'il faut les combattre, qu'il faut les punir collectivement, qu'il faut couper l'eau, la nourriture, les médicaments et le fioul. C'était ça le début. La famine, elle a duré tout au long les 19 mois. Le bilan humain, il est gigantesque. Plus de 54 000 Palestiniens ont été assassinés. Plus de dizaines de milliers sont encore sous les décombres. On n'arrive pas à retirer leur corps et les enterrer dignement. Plus de 120 000 Palestiniens sont blessés, condamnés à la mort imminente, faute d'avoir des hôpitaux, faute d'avoir de médicaments, faute d'avoir des médecins.
je rappelle que plus de 1000 médecins palestiniens ont été assassinés par Israël. Les secouristes sont assassinés par Israël. Les ambulances sont bombardées. Toute infrastructure qui permettrait à sauver une population est bombardée et détruite. Toute l'infrastructure, les maisons, 93% des maisons, des habitations sont détruites. Aujourd'hui, Gaza est devenu un champ de ruines. Gaza est devenu un cimetière ouvert. On disait Gaza était une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est un cimetière à ciel ouvert. Il y a une population qui cherche sa survie, qui cherche sa dignité, mais qui cherche aussi sa liberté. Sa liberté. Le peuple palestinien ne va pas quitter chez lui. Il ne va pas accepter que sa terre soit un projet immobilier. Il ne va pas accepter que sa terre soit un calcul politique personnel d'un Premier ministre qui est inculpé pour corruption et qui est demandé par la CPI, par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre. Un mandat d'arrêt international. Un mandat d'arrêt international contre lui et contre Galon pour imposer la famine comme arme de guerre contre une population civile. Le bilan, il est catastrophique. Il est catastrophique. Il est important d'arrêter cette boucherie contre le peuple palestinien. Et il est important que la communauté internationale, à sa tête la France, d'imposer un cessez-le-feu et d'imposer l'entrée massive de l'aide humanitaire, de sauver une population qui est brûlée, qui est décimée, qui est exterminée à chaque instant. Vous évoquez la situation humanitaire. Beaucoup de pays, malgré tout, vous soutiennent et soutiennent la cause palestinienne, essaient d'apporter leur aide. Comment, justement, la Palestine collabore-t-elle avec des pays qui soutiennent sa cause, sachant que les frontières sont fermées? Bon nombre de pays font des dons de médicaments, de moyens de transport des blessés, etc., etc. Malheureusement, cette aide n'est pas acheminée jusque dans ces endroits où il y a nécessité. Vous l'avez dit, vous avez rappelé qu'il y a eu des bombardements précisément qui ont ciblé des hôpitaux, des matières, des outils qui permettent des transports de victimes, des routes aussi, des infrastructures. Aujourd'hui, est-ce que réellement, finalement, aujourd'hui, avec les dégâts causés par ces bombardements, est-ce que l'aide peut arriver finalement aux Gazaouis? L'aide peut arriver, bien sûr, si Israël et derrière elle, la communauté internationale, laisse les organisations internationales humanitaires compétentes, et je parle des organisations des Nations Unies, d'UNRWA, de l'ensemble de ce système humanitaire international, d'agir sur le terrain. Seules les organisations internationales humanitaires sont compétentes. Ils connaissent le terrain, ils sont déjà sur le terrain, ils sont capables d'acheminer, distribuer l'aide justement dans l'ensemble de la bande de Gaza, dans le nord comme dans le sud. Or, le projet israélien, c'est de créer un camp de concentration dans le sud de la bande de Gaza par la concentration des points de distribution de l'aide uniquement dans le sud de la bande de Gaza pour forcer la population à descendre chercher la nourriture et achever le projet israélien, c'est d'exterminer et expulser par la force et ethniquement nettoyer la population palestinienne. Nous rejetons ça et nous appelons à renforcer les mécanismes internationaux déjà existants, les organisations humanitaires internationales déjà présentes sur le terrain. Jamais dans un conflit, il n'y avait pas un couloir humanitaire qui était ouvert pour évacuer les blessés et pour l'entrée de l'aide humanitaire, sauf à Gaza. Et je engage encore une fois la responsabilité de la communauté internationale de forcer l'entrée massive de l'aide, de forcer un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu qui était brisé par Israël. Israël pouvait libérer ses otages depuis 1 an et demi déjà.
Mais il y a une reconnaissance globale aujourd'hui que c'est Netanyahou qui refuse le cessez-le-feu, c'est Netanyahou qui refuse d'arrêter ce massacre et qui refuse la libération des otages et qui bombarde ses propres otages et qui prend 2,3 millions de civils palestiniens comme otages également. Vous utilisez des mots très forts, vous avez parlé de génocide ce matin, vous avez parlé de camps de concentration, donc je sais que vous pesez vos mots, vous parlez d'otages, d'un peuple pris en otage. Pensez-vous aujourd'hui que les Gazaouis, justement, le peuple palestinien, eh bien, va continuer à lutter pour préserver sa terre? Vous avez dit tout à l'heure que on avait tendance à essayer de faire descendre, on va dire, la population vers le sud pour finalement s'accaparer les territoires. C'est un peu la logique. Vous avez parlé notamment d'investissement immobilier. Vous faisiez allusion certainement peut-être aux idées farfelues de certaines personnalités de ce bas monde, et notamment le chef d'État américain qui parlait un petit peu de la Côte d'Azur sur cette région. C'était d'ailleurs très très gênant d'entendre ce genre de propos et scandaleux évidemment d'entendre ce genre de propos. Le monde entier d'ailleurs a réagi et a dit que c'était inimaginable. Bien entendu, le monde entier continue évidemment à réagir, à se mobiliser. Est-ce que vous sentez justement aujourd'hui, nous sommes le 26 mai, qu'un nouvel élan est en train de s'installer? On va évoquer dans un instant, après une pause, cette fameuse marche qui a été initiée par des civils, des citoyens lambda à travers le monde entier, Madame l'ambassadrice. On parle là de citoyens lambda, ce ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des femmes politiques, ce sont des gens qui voient avec leurs yeux la réalité de ce qui se passe sur le terrain à Gaza, qui voient cette injustice se perpétuer sous nos yeux. On ne pourra pas dire nous ne savions pas. À l'époque, les médias n'étaient pas là pour couvrir des événements dramatiques. Vous avez évoqué la Shoah, qui a été un drame absolu pour l'humanité. Nous n'avions pas les mêmes retours, malheureusement, en termes d'information pour alerter l'opinion publique et le monde entier. Aujourd'hui, on voit les choses se passer sous nos yeux et on ne peut pas dire que nous ne savons pas. Tout le monde reste complice de ce qui se passe si nous n'agissons pas. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une émulation, quelque chose qui naît dans la communauté internationale? Je parle là des citoyens du monde. Laissez-moi saluer la mobilisation extraordinaire qui a eu place dans le monde entier, non seulement récemment, mais depuis 19 mois. Les étudiants, les chercheurs, les médecins, vraiment, il y avait cette mobilisation parce que, comme vous l'avez rappelé, le monde voit. Ce génocide, il est transmis en direct, il est documenté, il est transmis par ses propres victimes. Il y a conscience de la gravité et des crimes de guerre qui sont en train de prendre place. Et je voudrais saluer cette mobilisation internationale. Maintenant, toute mobilisation est bienvenue, à condition qu'elle soit coordonnée. C'est important d'élever sa voix face aux crimes les plus atroces. C'est important d'élever sa voix et de critiquer la politique de deux poids, deux mesures également quand il s'agit de peuple palestinien, quand il s'agit d'Israël, de par l'impunité qui est toujours accordée à Israël et de par l'exception de faire de la question palestinienne et de faire de peuple palestinien l'exception quant à ses droits et quant à la nécessité de lui accorder justice. Ce sont les peuples qui se sont devenus la conscience de cette humanité, qui se sont devenus les porte-parole de peuples palestiniens. Ces peuples également qui font face à la censure, qui font face à l'intimidation, qui font face aux menaces. Et nous disons non à la censure, non à la dissolution, non à l'intimidation et les menaces, et oui au respect du droit international, oui au respect de la dignité humaine et la dignité du peuple palestinien. Ce matin, nous recevons sur notre plateau Madame Hela Abou Hassera, Madame l'ambassadrice de Palestine. Je rappelle que vous êtes ambassadrice et chef de la mission de Palestine en France depuis 2021. Il nous reste 5 petites minutes pour vous poser encore quelques questions. Nous allons aborder notamment l'ONU qui appelle donc à un cessez-le-feu immédiat pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et la protection des civils. Un cessez-le-feu donc est-il encore possible selon vous aujourd'hui, Madame l'ambassadrice?
il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix que cette organisation internationale qui était créée justement il y a 80 ans pour rendre justice, pour empêcher la réoccurrence des crimes les plus atroces, de assumer ses responsabilités. Il est important que le Conseil de sécurité assume sa responsabilité pour protéger et la paix et la sécurité qui sont menacées dans le monde aujourd'hui par Israël, et assurer la protection du peuple palestinien, imposer un cessez-le-feu, imposer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, imposer des sanctions selon le chapitre 7 contre Israël, un embargo contre les armes et un embargo politique contre Israël jusqu'à ce qu'elle respecte ses obligations internationales, à ce qu'elle respecte le droit international. Le système international aujourd'hui est menacé, son existence, sa crédibilité est menacée de par la politique de 2 poids 2 mesures quand il s'agit aux Palestiniens et aux Israéliens. La loi doit être imposée sur tous, appliquée sur tous, et les sanctions doivent être imposées contre tous ceux qui violent le droit international, y compris contre Israël. Nous attendons du système international d'être crédible, d'être cohérent avec la mission principale pour laquelle elle a été créée, assurer la sécurité et la paix dans le monde, y compris la sécurité des Palestiniens et la paix pour les Palestiniens. Vous êtes évidemment sur Beurre FM. Beaucoup de l'auditoire de Beurre FM est composé de nos concitoyens français, mais aussi franco-maghrébins. On va revenir notamment sur l'Algérie, qui occupe à ce jour donc un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et qui a demandé une réunion d'urgence sur la situation en Palestine. Comment évaluez-vous justement l'impact de toutes les initiatives autour de cette mobilisation internationale? Et puis deuxième question, le président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, qui avait affirmé que l'Algérie, je cite, ne renoncera jamais à la Palestine, fermez les guillemets. Comment cette position constante influence-t-elle finalement les relations entre vos 2 États? Nous saluons tout d'abord le soutien infatigable et constant de l'Algérie aux droits du peuple palestinien. Ce soutien historique, et nous saluons le lien de fraternité historique qui lie nos 2 peuples, mais nos 2 directions politiques également. Le peuple palestinien s'inspire toujours de la lutte du peuple algérien, sa lutte contre la colonisation et la finalité de cette lutte qui est la libération. Et c'est ça qui donne la force au peuple palestinien, cette longue lutte de libération. Et nous sommes confiants que le peuple palestinien va finir par vaincre la colonisation et le colonialisme et l'oppression israélienne. Maintenant, les initiatives, toute initiative est bien accueillie, mais il faut que ces initiatives finissent par aboutir. Je le rappelle, je vais le rappeler tout le temps. Il faut un cessez-le-feu immédiat. Il faut l'entrée massive de l'aide. Il faut arrêter l'impunité d'Israël. Il faut renforcer la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale pour renforcer ce système international qui est destiné à nous protéger tous, non seulement les Palestiniens. Il doit nous protéger tous. Son renforcement, c'est un renforcement de l'état de droit, c'est un renforcement de la mise en responsabilité des États qui violent le droit international. Toute initiative est la bienvenue et l'Algérie n'a pas manqué des initiatives au sein du Conseil de sécurité. Le peuple algérien n'a pas manqué de soutenir les droits inaliénables du peuple palestinien. Merci beaucoup à vous d'être venu répondre à nos questions ce matin. Il nous reste précisément 1 minute 19. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin pour toutes celles et ceux qui se mobilisent au quotidien aux côtés des Palestiniens. Le peuple palestinien est un peuple qui cherche sa liberté, qui cherche de vivre en dignité, mais qui cherche aussi de vivre en égalité avec ses voisins, et particulièrement le peuple israélien. Le
peuple palestinien est reconnaissant pour la mobilisation internationale dans les universités, dans les rues, dans les associations, dans les facultés. Le peuple palestinien est confiant que justice sera faite un jour pour lui. Mais il espère que cette justice sera faite très tôt, très vite, avant qu'il soit trop tard. Il est confiant que grâce à la solidarité internationale, il va arriver à la victoire contre le colonialisme, la victoire contre l'apartheid, la victoire contre la colonisation et l'oppression. Merci à vous, Madame l'ambassadrice, Madame Hela Abou Hassera, d'être venue répondre à nos questions. On avait beaucoup de questions, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti se termine. Merci à vous et à très vite, Inch'Allah. Merci.